Il y a une étude qui est parue dans le Canadian Medical Journal qui révèle que le taux d'obésité au Canada augmente de 1 par année. Vous pourriez vous dire 1 c'est pas grand-chose, mais avant la pandémie, c'était 0,5 d'augmentation par année. Ça veut donc dire que depuis la pandémie, le taux de croissance est au double pour cette maladie-là, l'obésité. On va en parler avec Dr Julie Saint-Pierre, qui est spécialiste de l'obésité. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonjour. Petite question théorique là, en partant, c'est quoi ça, l'obésité? Parce qu'on sait ce que ça veut dire, mais c'est mesuré, ça, l'obésité. L'obésité, c'est une maladie complexe, d'abord et avant tout, qui est définie très souvent par l'indice de masse corporelle, donc la poids sur la taille au carré. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était une mesure qui était imprécise chez certaines personnes. Okay. Donc, on s'intéresse davantage maintenant au tour de taille, mais aussi à toutes les comorbidités ou les complications de la maladie. Donc, c'est une maladie qui peut toucher les neurotransmetteurs, qui peut toucher les hormones, qui peut être programmée génétiquement dans certains cas plus rares. Donc, c'est pas une maladie qui touche uniquement la volonté et la façon dont on mange, mais aussi beaucoup d'autres facteurs, l'insécurité alimentaire, surtout dans des temps d'inflation comme maintenant. Ouais. Donc, ça fait que c'est une maladie qui est en explosion et qui a été bien étudiée à travers les années. On a 50 ans de recul, on connaît 4000 zones génétiques qui sont touchées dans la maladie. Donc, on la connaît bien, mais c'est une maladie qui nécessite des mesures au niveau de la santé publique qui ne sont toujours pas prises en 2025. Et d'ailleurs, vous dites maladie. Ça fait combien de temps qu'on dit que c'est une maladie, l'obésité? D'un point de vue recherche, on sait que la cellule graisseuse, l'adipocyte, est malade depuis fort longtemps. Les preuves sont sur la table. Depuis uniquement janvier 2025, les sociétés savantes se sont uniformisées, je vous dirais, là, sur une définition qu'on appelle maintenant l'obésité clinique. Donc, c'est pour tenir compte, justement, pas uniquement de cette mesure-là imprécise. Hein, quelqu'un qui fait beaucoup de sport pourrait avoir un indice de masse corporelle plus élevé, mais un tour de taille normal, certaines ethnies aussi. Donc, maintenant, on parle d'obésité clinique lorsque le tour de taille est augmenté selon des barèmes, des références internationales, et qu'il y a un système qui est atteint. Ça peut être le cholestérol, ça peut être le diabète, l'hypertension, et ainsi de suite. Là, on nous dit, parce que ça, c'est fascinant. Donc, depuis la pandémie, on sait, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises. Le gouvernement fédéral est la plus grande entreprise, dans le sens que c'est la plus grande organisation qui embauche au Canada, essaie de ramener ses travailleurs au bureau. On mesure que, enfin, on estime que le télétravail, ça joue un rôle, ça, dans l'accélération de l'obésité. Bien, c'est certain, hein, le télétravail, c'est un écran. Les écrans, bien, ça nous fait manger un peu n'importe comment. Donc, c'est aussi une position qui est sédentaire. On reste assis. C'est pas tout le monde qui a un bureau debout ou un bureau vélo, par exemple. Il n'y a plus le déplacement qu'on faisait au bureau. Non plus, le transport actif. Mais encore une fois, il faut faire attention. Ce n'est pas une maladie qu'on attribue seulement au manque de volonté de bouger. C'est un facteur qui contribue, mais ce n'est pas la seule raison. Je vous dirais que c'est surtout la façon dont les gens se sont mis à manger, l'anxiété. Hein? On demande de plus en plus aux gens d'être performants, d'en faire plus. C'est difficile d'être performant devant un écran en télétravail toute la journée, la concentration. On sait qu'après souvent 45 minutes, 1 heure, les gens perdent la concentration, doivent se lever, doivent faire... Souvent, les gens vont se lever, vont aller au frigo. Ils n'ont pas le temps de se faire tout un lunch, donc ils vont grignoter. S'ils n'ont pas déjeuné, bien, ils vont être impulsifs. Ils vont faire des choix qui sont moins bien, moins sains. Puis plus on augmente le temps d'écran, moins on dort bien. Puis moins on dort bien, plus c'est associé avec l'obésité. Vous en avez des patients, évidemment, vous êtes tenu au secret professionnel, mais vous avez des gens qui rentrent dans votre bureau et qui sont dans cette situation-là et avec qui vous discutez, avec qui vous essayez de comprendre pourquoi ils sont arrivés à devenir obèses comme ça. Concentrons-nous sur l'alimentation, par contre. Par exemple, vous parlez de stress, vous parlez d'anxiété. Logiquement, on pourrait se dire, c'est quoi qui fait en sorte que quelqu'un qui est anxieux va mal manger?
aller au fond des choses. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, c'est que dans les dernières années, là, je vous dirais que les 5 dernières années, les connaissances ont explosé au niveau de la compréhension des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que certaines molécules du cerveau, là, entre autres, que ce soit la dopamine, la sérotonine, tout ça, il y a des interfaces, ils interagissent entre eux. Et quand on est stressé, ben il y a un déséquilibre dans la sécrétion de ces neurotransmetteurs-là dans notre cerveau. Et ils sont impliqués aussi dans notre appétit, dans nos façons de manger. Donc, on est capable de faire ce lien-là aujourd'hui. Et oui, le stress, beaucoup de gens vont manger par ennui, par stress, lorsqu'ils sont déprimés, lorsqu'ils prennent des médicaments également, donc qui augmentent l'appétit. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles on dit que c'est une maladie très complexe. Oui, puis c'est parce qu'aussi on est stressé, on est des fois même dépressif, puis on a envie de s'offrir un cadeau. Puis, un petit sac de carottes avec de la tzatziki, là, c'est un cadeau qui est peut-être moins intéressant que des ailes de poulet aussi, comme ça. Il y a ça aussi, c'est cette nourriture-là. La génétique des goûts, c'est quelque chose qu'on commence à bien comprendre aussi. Il y a des gens qui, quand on dit « j'ai la dent sucrée, j'ai la dent salée, j'aime bien les choses qui sont frites », c'est parce qu'il y a une programmation au niveau de notre cerveau aussi qui fait qu'on apprécie davantage un type ou un autre. Il y a des gens qui nous disent « moi, c'est tout ». Donc, on appelle ça des phénotypes. Hein? Fait qu'il y a des sortes de mangeurs différents et tout ça est programmé selon l'expérience et la génétique dans notre cerveau. On a des commentaires, Fred? Oui, allons-y un à la fois. Il y a des commentaires dans différentes directions, donc je suis curieux d'avoir vos réponses. Bon, premièrement, il y a des auditeurs qui nous disent en quoi c'est une maladie, l'obésité. Là. Ils nous disent les obèses ne sont pas des victimes, on n'a qu'à courir, ça coûte rien, marcher, courir, ça coûte rien, mieux manger. Donc, l'aspect maladie arrive comment là, dans cette équation? Bien, on va faire ce que je fais dans mon bureau là, depuis une vingtaine d'années. Là. On va rendre ça simple. On a des cellules graisseuses. Puis les cellules graisseuses, ils ont une façon de fonctionner dans chaque individu qui est presque unique. Puis il y a des gens chez qui la cellule graisseuse, elle va avoir tendance, pour plein de raisons, hein, on sait même que des pays où ils ont souffert plus de la faim que d'autres, ils vont avoir tendance à emmagasiner davantage d'énergie pour être capable de survivre en cas d'une nouvelle famine. On appelle ça l'épigénétique. C'est bien prouvé. Donc, il y a des individus qui ont des cellules graisseuses qui vont manger exactement la même chose que nous et qui vont emmagasiner davantage dans ces cellules-là l'énergie. Donc, ça peut être aussi induit par des gens qui sautent des repas. Tout d'un coup, là, il y a comme une espèce de petite limite dans notre corps qui va allumer des signaux d'alarme puis qui va dire mange. Mais quand on a trop faim, on fait des choix impulsifs. Donc, on sait que la cellule graisseuse, l'adipocyte, dans son noyau, mais aussi toute sa façon d'interagir avec les autres organes, elle a eu des modifications qu'on est capable de prouver en laboratoire. Donc ça, c'est la base de la maladie quand on veut définir une maladie. Quand on ajoute le tour de taille, eh bien là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'inflammation, il y a de l'enflure dans le système, il y a une forme de graisse qui est beaucoup plus dangereuse dans le temps, que ce soit pour notre cerveau, faire un AVC, pour avoir un infarctus ou plus de diabète. Donc, toutes ces évidences-là ont été cumulées à travers le temps et peuvent être exacerbées par des maladies comme une dépression, des médicaments comme la cortisone ou tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir une diète méditerranéenne à tous les jours. Et ça, ça peut causer... ça peut rendre la maladie encore plus sévère. Dans un autre spectre complètement, on a Alex de Montréal qui dit « Avec Ozempic et Wegovy, j'aurais cru que l'obésité en Amérique du Nord aurait baissé. » Qu'est-ce qu'on pense de ces nouvelles solutions? Oui, j'aime ça. Fait que ça, c'est une question, en fait, à laquelle on peut répondre. On voit que les États-Unis, si on compare avec le Québec, où est-ce que... curieusement, on est plus avancé dans la prise en charge de l'obésité puis dans le remboursement des médicaments. Bien, quand on regarde par rapport à leur prévalence, ils ont réussi depuis qu'il y a une libéralisation là, de l'accès à la médication. Ils ont freiné leur courbe d'obésité aux États-Unis. Ici, bien,
on le sait, là, ça fait des années là, que je milite pour ça, puis que je viens à la radio ici chez Cube pour en parler avec tout le monde, tous les animateurs. Je pense qu'on a tous abordé le sujet. En fait, le Québec est en retard, très en retard. L'INES ne veut pas enlever la clause du médicament et, on le voit dans nos statistiques, ça continue de monter. Ce qui est très triste, c'est que les femmes qui étaient un peu moins pires que les hommes au Canada, là, ont rattrapé les hommes, puis on parle plus d'un quart de la population du Canada qui souffre d'obésité. On parle pas d'embonpoint, on parle d'obésité. On est rendu à 1/3. Donc, ça monte rapidement. Mais la première question était très intéressante aussi, même si on pouvait avoir l'impression qu'il y avait un peu de préjugés derrière, c'est que les mentalités, elles évoluent, mais pas très rapidement, dans la mesure où c'est encore l'opinion de beaucoup de gens, ça, à savoir que l'obésité, c'est pas une maladie, vous n'avez rien qu'à faire du sport. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on a créé l'année passée au Québec une association de personnes qui s'appelle Parlons Obésité, qui est là pour répondre justement aux questions du public, pour aller parler à nos élus, pour faire de la sensibilisation, des activités, aussi recevoir les préoccupations des gens qui se sentent stigmatisés. Donc, Parlons Obésité est une très belle association qui est pan-canadienne. C'est notre volet québécois. C'est géré par des patients, pour des patients. Et nous sommes quelques experts à contribuer, en fait, pour répondre aux questions de ces gens. Vous l'avez dit tantôt, c'est une maladie qui est complexe. Chaque cas est presque particulier. Il y a la génétique qui se mêle de ça. Il y a aussi, on va quand même le dire, certaines fois des mauvaises habitudes de vie. Y a-t-il des petits trucs que vous pourriez donner aux gens, des trucs qui s'appliqueraient peut-être à la majeure partie des gens qui sont malheureusement atteints de cette maladie-là? La première chose, je pense, c'est de trouver un professionnel de confiance à qui en parler. Malheureusement, à travers tous les préjugés que vous avez mentionnés, il y a des préjugés au niveau des professionnels de la santé aussi. On parle de jusqu'à 50 %. Puis ça, c'est parce que c'est une maladie qui a été très négligée. Qu'est-ce que vous voulez dire des préjugés jusqu'à 50 % chez les praticiens? Chez les praticiens, parce qu'on n'a pas beaucoup enseigné à travers toute cette grossophobie-là sociale et médicale, on ne peut enseigner à nos cohortes de professionnels de la santé comment s'en occuper comme il faut. Là, on a des professionnels universitaires qui sont en train de justement organiser comment on va enseigner à tout le monde. Moi, je le fais énormément. On a un programme de formation maintenant pour les spécialistes à l'Université McGill, toutes disciplines confondues, mais on a tardé à le faire. Donc, les préjugés sont présents dans la société beaucoup plus qu'on pense, puis ça freine vraiment la prise en charge des gens. Boire de l'eau, boire du thé vert, par exemple? Moi, le thé vert, ça a marché avec moi. J'étais pas obèse, mais j'ai perdu à peu près 15 livres avec le thé vert. Je le dis, là, c'est un truc, c'est gratuit, presque, ça coûte rien du thé vert. Je pense que, tu sais, de trouver une bonne nutritionniste, je pense que les nutritionnistes du Québec ont fait cette année là, une déclaration de prise en charge. Elles sont très bien formées, elles sont en avance sur les autres médecins ou pharmaciens ou autres corps professionnels en santé. Ça, c'est une chose. L'approche méditerranéenne, ça reste la façon de s'alimenter qui est la plus bénéfique. Tous les régimes, on n'a pas tendance en tant que spécialiste à les recommander. Certaines personnes vont faire du jeûne intermittent, d'autres vont être keto, comme on dit. Mais bon, ce sont des méthodes qui peuvent fonctionner sur du court terme, mais tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une maladie et que la cellule graisseuse était malade. Hein? Mais quand on fait des régimes comme le keto ou qu'on fait des jeûnes, non, le régime méditerranéen, on l'appelle comme ça, mais c'est pas un régime. C'est une façon de s'alimenter qui n'est pas hypocalorique, qui est diversifiée, qui est nutritive et qui permet... des poissons, de l'huile d'olive... Plus de grains entiers, des noix, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de l'huile d'olive. Donc, mais dans un contexte où est-ce que l'alimentation coûte cher, c'est pas accessible à tout le monde. Ouais, c'est des vrais aliments, dans le fond. Là. C'est les aliments transformés qu'il faut éviter, dans le fond. Là. Transformés et ultra transformés. Hein? L'année passée, quand on a fait le film Pourquoi attendre, là, qui va être prochainement aux écrans au Québec et au Canada, on a rencontré un chercheur médecin aux États-Unis, Robert Lustig, puis on lui a posé la question, c'est quoi un vrai aliment? Un vrai aliment, il n'y a pas d'étiquette.
Ah, ben c'est un très bon truc. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre. On m'a dit que vous avez travaillé toute la nuit puis que vous avez peut-être besoin d'une bonne sieste. Oui, je suis une paresseuse, moi, le médecin paresseux, fait que j'ai passé les 3 dernières nuits. Ça n'existe pas, ça, un médecin paresseux. Ouais, Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne nuit.